réplique l'antisémitisme dans la pensée de Heidegger avec Jean-Claude Monod et Jean Violac. Il y a déjà quelque temps qu'on sait à quoi s'en tenir sur ce que Heidegger lui-même a appelé sa grosse Dummheit, sa grosse bêtise, l'engagement temporaire pour le national-socialisme. Mais on pensait, jusqu'à une date très récente, qu'aucun propos antisémite ne figurait dans les cours et les œuvres du philosophe. Invité ici même, quelques jours seulement après la publication en Allemagne de la première série des Cahiers noirs, Adrien France-Lanor, auteur de l'article « Antisémitisme » dans le volumineux dictionnaire Heidegger, a dû reconnaître, avec un perceptible désarroi, que ce n'était plus vrai. Et dans la deuxième édition du dictionnaire, il a modifié l'article antisémitisme en fonction de ce qu'il venait d'apprendre. Les Cahiers noirs ne sont pas encore parus en français, mais nous disposons de l'ouvrage de Peter Travny, l'éditeur de ces cahiers, Heidegger et l'antisémitisme, traduit par Julia Christ et Jean-Claude Monod. Je demanderai donc à Jean-Claude Monod et à un autre philosophe, Jean Violac, auteur notamment de l'Apocalypse de la vérité, méditation heideggerienne, et de l'époque de la technique, de nous aider à y voir plus clair dans cette douloureuse question du rôle et de la signification de l'antisémitisme dans la pensée de celui que beaucoup considèrent encore comme le plus grand philosophe du XXe siècle. Mais d'abord, que sont ces fameux cahiers noirs, Jean-Claude Monod ? Alors ces cahiers noirs, ce sont une série de carnets ou de cahiers, on peut traduire des deux façons, à couverture noire tout simplement. Donc il y a une dimension un peu impressionnante lorsqu'on dit cahier noir, mais au départ c'est simplement une désignation descriptive. Voilà, ce sont des cahiers à couverture noire. C'est pas les cahiers de la noirceur. Non, pas dans l'esprit d'Heidegger. Voilà, c'était simplement une désignation objective donc sur lesquels Heidegger a consigné des propos philosophiques, des réflexions très très largement philosophiques, des interprétations aussi de l'histoire en cours, mais donc aussi des notations politiques si l'on veut. Entre 1930, semble-t-il, et 1970, donc pendant plusieurs décennies, qu'il a numéroté. Donc on ne peut pas toujours exactement dater les propos, on peut parfois les évaluer, parfois il y a des datations, parfois non. Et ces cahiers donc c'est Heidegger lui-même qui a prévu de les intégrer à son œuvre complète, puisqu'il avait préparé cette œuvre complète dont l'édition était prévue en Allemagne. Et il avait prévu leur publication au terme de la publication de son œuvre complète. Alors l'éditeur Peter Travny, l'éditeur scientifique qui avait travaillé sur d'autres volumes, un volume sur Jünger notamment, et la famille ont décidé en fait d'avancer cette publication en découvrant le contenu de ces cahiers. Notamment, je pense, en raison de ces passages antisémites qui ont troublé Peter Travny, notamment. Et c'est ce qui a donné lieu à cet essai qui est consacré exclusivement aux passages les plus controversés. Qui ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux, on peut dire que c'est une douzaine de pages, sur plusieurs milliers, mais bon, voilà. Bon, alors, on ne pourra pas les étudier tous, simplement... Alors, il y en a un dont nous pourrions peut-être parler pour commencer, parce que ce passage peut donner sens à l'expression employée à plusieurs reprises par Travny, au concept qu'il nous offre d'antisémitisme inscrit dans l'histoire de l'être. Je lis ce passage, la juiverie internationale a assumé dans l'histoire du monde le déracinement de tout étant hors de l'être. Alors, d'abord, pourquoi traduire? C'est Judentum, non? Alors c'est Weltjudentum, donc ça c'était tout un problème. Oui, parce que juiverie internationale, ça évoque quand même le complot, ça évoque les protocoles des sages de Sion. Ouais. Or là, il semblerait que c'est plutôt l'esprit du judaïsme en quelque sorte, une façon de voir le monde, ou la métaphysique du judaïsme qui rencontre celle de la modernité, qui peut donc la précéder, la façonner, etc. Mais quand vous traduisez par juiverie internationale, vous ajoutez une dimension
très polémique, qui n'est peut-être pas tout à fait justifié. Alors, ça a été une grande question pour nous et un grand problème. Moi, au départ, je pensais traduire Welt Judentum par judaïsme mondial, quelque chose comme ça. Et ma collègue Julia Christ, qui est allemande, me disait que pour elle, Welt Judentum était immédiatement une expression antisémite. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le terme, le premier titre de Travni en allemand devait être justement Heidegger und das Welt Judentum. Et l'éditeur n'a pas voulu mettre ce terme en couverture d'un livre parce que c'est un terme qui est vraiment marqué, imprégné par son usage sous le Troisième Reich. On trouve c'est un terme quand même très très prégnant sous le Troisième Reich, ce thème du Welt Judentum. Et Judentum, bien sûr, on peut le traduire judaïsme. Welt Judentum, c'est une expression, j'ai essayé d'en faire un peu la généalogie dans une assez longue note explicative au début du livre, et qui montre que c'est vraiment un terme quand même qui a été investi par l'antisémitisme et qui sonne immédiatement, je crois, antisémite à des oreilles allemandes. Et vous dites, c'est la métaphysique du judaïsme ou c'est le judaïsme. Il ne me semble pas que il s'agisse à quelques moments que ce soit d'une analyse du judaïsme comme religion, en tout cas. Et les expressions qui suggèrent que voilà, c'est un mode de vie partout présent et nulle part véritablement inscrit dans le sol, que c'est une force qui est capable de lever des armées sans y prendre part. Et bon, tout ça, c'est si vous voulez, c'est quand même l'intégration dans la pensée de Heidegger de stéréotypes antisémites, il me semble, qui sont, enfin, c'est en tout cas la thèse de Travni qui me semble assez convaincante dans une large mesure. Correspondance entre cette juiverie, cette façon d'être juive et le monde moderne de la technique déchaînée. C'est un peu cela, non? Oui, je pense dans le système un peu d'opposition qui organise la réflexion de Heidegger sur ce qu'il appelle la Machenschaft, c'est-à-dire la machination. On voit que le Welt Judentum est en quelque sorte correspond à cette dimension de déracinement complet. Et c'est d'ailleurs dans le passage que vous avez cité, on peut en citer d'autres, c'est un des acteurs, un des facteurs du déracinement complet, du déracinement de tout étant hors de l'être. C'est même la tâche, dit-il, du Welt Judentum, laissons si on veut le terme allemand, que d'opérer ce déracinement. Et donc là, on a effectivement la rencontre entre un thème, disons, philosophique chez Heidegger qu'on connaissait bien, et qui est la Machenschaft, la machination, dont la forme achevée, effectivement, la technique mondialisée, et cette force. Voilà, et c'est ce qui, je pense, nouveau dans la publication de ces cahiers, c'est la mise en correspondance de ces deux termes. Jean Violac. Donc, dans la publication de ces cahiers, je crois qu'il faut remet en perspective aussi le rapport au nazisme. Et donc, il me semble qu'il y a deux choses à faire. D'une part, préciser quel est le rapport au nazisme philosophique de Heidegger, qui, me semble-t-il, n'est pas superficiel. Et ensuite, voir comment l'antisémitisme intervient dans ce rapport au nazisme. Et il est clair, en réalité depuis pas mal de temps, notamment en réalité depuis la publication de tous ces textes sur Hölderlin, qu'il y a une connexion entre la pensée de ce que Heidegger appelait l'autre commencement et l'idéologie nazie. Et donc il y a un livre fondamental là-dessus qui est celui de l'historien Georges Moss, Les racines intellectuelles du Troisième Reich, qui montre comment depuis l'idéalisme et le romantisme allemand, il y a l'attente d'une révolution allemande qui serait pour la philosophie allemande ce que la Révolution française avait été pour les Lumières. Donc tout le XIXe siècle allemand est en attente de cela. Et donc effectivement, quand Heidegger lui-même pense ce qu'il appelle l'autre commencement, il se situe, il récapitule et il synthétise, en quelque sorte, tout cet ensemble idéologique. Et donc, en cela, il y a un rapport avec l'idéologie nazie. Mais avec l'idéologie nazie, pas avec le nazisme réel. Et donc là, il y a une distinction qu'à mon avis, on ne fait pas assez. On sait, depuis Karl Marx, qui introduit le concept d'idéologie en philosophie, qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur l'idée qui se fait de lui-même, et y compris le Troisième Reich. Donc si, dans son idéologie, le Troisième Reich a prétendu être une réaction anti-moderne, a prétendu retrouver une germanité primitive et a prétendu accomplir un romantisme, dans sa réalité, c'est exactement le contraire. C'est tout au contraire l'accomplissement paroxystique de toutes les déterminations de la modernité. Et donc ici, je voudrais évoquer des livres fondamentaux qui sont celui de Zygmunt Bauman, qui est Modernité et Holocauste, ou en France, celui de Enzo Traverso, qui s'appelle La violence nazie, qui font une généalogie spécifiquement européenne du nazisme, en montrant que c'est l'accomplissement
du colonialisme, de l'impérialisme, du racisme, de l'eugénisme, du scientisme, de l'industrialisme, etc., c'est-à-dire des caractéristiques propres au XIXe siècle européen. Donc c'est le premier point, et c'est ce que confirment les cahiers noirs, puisqu'on voit que Heidegger, il développe un nazisme purement spéculatif, ce qu'il appelle lui-même son propre nazisme, qui lui permet de critiquer ce qu'il appelle lui-même le nazisme vulgaire. Et donc en réalité ici, mais en réalité c'est fréquent dans l'histoire intellectuelle, on peut le comparer à ce qui s'est passé en Europe dans les années 70, où certains ont développé un maoïsme purement spéculatif, qui n'avait aucun rapport avec le maoïsme réel, et c'est un peu ce qu'a fait Heidegger avec le national-socialisme. Oui, alors, avant que vous continuiez quand même, il y a une dimension du nazisme, d'ailleurs, que ceux qui l'associent à la modernité, et exclusivement à la modernité, manquent un peu, c'est la cible, si j'ose dire. C'est-à-dire, je veux bien que toute la modernité soit impliquée dans le nazisme, mais toute la modernité ne va pas jusqu'au projet d'exterminer les Juifs. Les méthodes sont peut-être industrielles. Oui, c'est la fabrication de cadavres, d'ailleurs, que reconnaît Heidegger lui-même. Mais la cible. Et la cible était indiquée dès le début. C'est-à-dire, Heidegger ne pouvait pas se tromper. Il a pu, en effet, projeter une certaine représentation romantique sur un nazisme qui ne l'était pas, mais il savait que l'ennemi désigné du national-socialisme, c'était le judaïsme. Il ne pouvait pas l'ignorer. Et comment se fait-il que précisément cela ne l'a pas conduit immédiatement, alors même qu'il avait des élèves juifs qu'il appréciait beaucoup, à prendre ses distances, Jean Dulac? Oui, donc là, effectivement, le grand apport et le séisme pour tous les lecteurs de Heidegger, c'est ces passages antisémites. Et je crois qu'il faut faire d'emblée une distinction qui apparaît d'une subtilité suspecte, mais qui me paraît fondamentale, entre, d'une part, l'antisémitisme et l'antijudaïsme, et, d'autre part, entre le racisme et la xénophobie. L'antijudaïsme existe depuis 20 siècles, voire plus. Et effectivement, il y a incontestablement il y a eu une tradition d'antijudaïsme dans l'élite catholique, il y a un antijudaïsme chez Luther, il n'y a pas d'antisémitisme. L'antisémitisme apparaît au XIXe siècle quand on va définir les juifs par une race. C'est-à-dire que c'est un événement qui, on peut le dire schématiquement, c'est postérieur à Darwin. C'est à partir du moment où on va définir les hommes par leur substrat purement physique et biologique. Et les chrétiens, il y a eu un antijudaïsme, jamais ni l'Église catholique ni Luther n'auraient défini qui que ce soit par leur corps. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est leur rapport à Dieu, et c'est de ne pas reconnaître la messianité de Jésus. Donc, il faut faire cette distinction-là. Le racisme, ça apparaît au XIXe siècle, c'est ce réductionnisme biologique qui fait qu'on va définir les gens par leur soubassement matériel. Et il n'y a pas de réductionnisme biologique chez Heidegger. C'est impensable. Oui. C'est impensable. Et effectivement, ici, on voit qu'il essaie de prendre le concept de race. C'est effectivement connu depuis un cours important de 1934. Il essaie de prendre le concept de race, il voit ce qu'il peut en faire. Mais justement, il l'arrache, et les cahiers noirs le confirment. Il reproche, il dit, le racisme est une conséquence de la machination, et il va essayer, là aussi, il essaie d'introduire de la philosophie dans le nazisme. C'est ça que fait Heidegger. C'est-à-dire qu'il essaie d'accomplir son propre projet de révolution en spiritualisant le nazisme. Jean-Claude Monod, j'aurais beaucoup de l'interprétation assez traditionnelle de Heidegger et de son rapport à ces questions, mais je pense que ce n'est plus possible, si vous voulez, d'articuler les choses ainsi. Je cite un passage des cahiers noirs. Plus originelles et inaugurales deviennent les décisions et les questions à venir, plus inaccessibles à cette race, entre guillemets, certes, alors entre guillemets, elle demeure. Et la suite, c'est pour expliquer que Husserl est incapable d'accéder au domaine de décision essentielle en raison de sa race. Si ça n'est pas une forme de racisme, je ne sais pas ce qu'est le racisme. Donc dire que Heidegger, étant donné sa distance à l'égard du biologisme nazi, est absolument étranger au racisme nazi, ça n'est pas possible. D'ailleurs, une des choses qu'il reproche au Weltjudentum, c'est la déracialisation complète des peuples. La déracialisation. Bon, pour reprocher
au judaïsme ou à la juiverie, la déracialisation complète des peuples, il me semble qu'il faut adhérer, pour une part, à un concept de race. Et je crois que Travny a tout à fait raison là-dessus, de montrer qu'il y a une élaboration chez Heidegger d'un concept de race qui certes se démarque toujours, Heidegger veut toujours se démarquer du concept vulgaire, mais qui en intègre une bonne part, et sinon l'essentiel. Jean-Claude Monod, le mot de race a existé avant le racisme nazi. La race, c'était l'ensemble des ascendants et des descendants d'une même famille, d'un même peuple. Et d'ailleurs, la race, dans la noblesse, définissait l'appartenance comme une obligation. Et pas seulement dans la noblesse, puisque précisément Péguy, pour justifier son engagement à Dreyfusard, cite Corneille, le Cid, « Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu ». C'est tout l'honneur d'un peuple, tout l'honneur de la race qui était en jeu, selon lui, au moment de cette affaire. Et Sébastien Haffner, dans son livre extraordinaire Histoire d'un Allemand, dit que le problème des Allemands pendant face à Hitler, puisqu'ils se sont laissés faire, leur perméabilité au nazisme vient du fait qu'ils manquaient de race, c'est-à-dire de fermeté intérieure. Voilà comment s'exprime Haffner en 1933. Et je pourrais aussi citer, pour finir, Franz Rosenzweig, qui parle dans l'Étoile de la Rédemption de communautés de sang, qui sent dès à présent couler dans ses veines la garantie de son éternité. Pour elle seule, le temps n'est pas un ennemi qu'elle finira peut-être ou peut-être pas par vaincre, parce que le temps est un enfant et un petit enfant pour elle. Toute autre communauté qui prétend une éternité doit prendre des dispositions pour transmettre le flambeau du présent à l'avenir. La communauté de sang peut se passer de tels dispositifs de transmission. Elle n'a pas besoin de se torturer l'esprit. Dans le corps qui se perpétue naturellement, elle possède l'assurance de son éternité, la communauté de sang. Donc, il faut aussi entendre toutes ces définitions possibles du mot race. Et on peut parler de race en un sens non hitlérien. En un sens cornélien, par exemple. Il se trouve que Heidegger cumule les deux appartenances. Il est à la fois hitlérien dans ces années. D'ailleurs, il y a une critique qu'il développe du national-socialisme, mais on peut penser que sur Hitler, il n'y a pas grand-chose. Et il y a plutôt une perméabilité, je pense, au discours de Hitler. On pourra revenir sur la critique du nazisme dans les cahiers noirs, qui est un point intéressant. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui est aussi renouvelé par les cahiers noirs, d'une certaine façon, et qui complique certainement une thèse trop simple qui dirait qu'Heidegger se fait l'interprète philosophique du nazisme. C'est plus compliqué que ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'intègre pas cette dimension. Et si vous voulez dire qu'il y a eu d'autres gens qui parlaient de la race en un autre sens, et qu'on a pu parler de la race, et qu'on parlait de la race en France, qu'on parlait de la race, que des auteurs juifs du même moment parlent de la race, bien sûr, mais si vous voulez, là on parle de quelqu'un qui est impliqué dans la révolution nationale-socialiste, qui a dit qu'il fallait apporter son soutien à Hitler publiquement, etc. Je trouve qu'il y a une autre énigme peut-être qui est plus intéressante que de noyer, il me semble, un peu la question en rappelant d'autres usages possibles du terme de race. Là, c'est quelqu'un qui est engagé dans le national-socialisme, qui se démarque péniblement du biologisme et qui en reprend en fait des traits essentiels, ou qui spiritualise le biologisme, mais ça n'est pas tellement mieux. Et donc, la question qui me semble plus intéressante, c'est de savoir pourquoi Heidegger a gardé ça pour lui. C'est-à-dire que Heidegger, et au fond c'est un fait à sa décharge, non moi je ne veux pas être dans une sorte de procès, il n'a pas, disons, rendu public son antisémitisme. C'est une énigme, c'est-à-dire pourquoi ? Il y a deux énigmes, je pense qu'il y a une double énigme des cahiers noirs. Il en a programmé la publication posthume, mais il n'a pas, alors que, comme dit Travny, l'antisémitisme était une carrière à ce moment-là, il ne l'a pas exprimé publiquement. Alors je pense que ça, c'est déterminé par son rapport à ce qui est public et son rejet de ce qui est public. Mais il y a quand même cette double énigme. Un dernier mot. Le nazisme, simplement accomplissement de la modernité, c'est évidemment la moitié de la vérité. C'est-à-dire, vous avez dit en commençant, il y a une dimension anti-moderne, réactionnaire, et cette dimension vise en particulier les Juifs qui avaient été émancipés par la Révolution française, émancipation transmise en Allemagne par les conquêtes napoléoniennes, et ça a été un point constant du romantisme et d'une certaine critique allemande des Lumières, des idées de la Révolution française, etc., que d'attaquer cette émancipation des Juifs. Donc on ne peut pas, la modernité politique est aussi impliquée là-dedans, et pas seulement négativement. Là, je pense qu'il y a une vision très unilatérale de la modernité qui est un héritage de Heidegger. Donc, déjà, je voudrais surtout pas paraître défendre Heidegger, surtout quand il est indéfendable. Mais voilà, j'essaie de comprendre comment peut intervenir ce rapport à la race.
Et en réalité, quand on aborde les problèmes de la pensée de Heidegger, il faut, me semble-t-il, toujours les mettre en rapport avec l'autre géant du XXe siècle, qui est Husserl. Et quel est le problème ? C'est celui d'une rationalité qui s'est totalement émancipée de tout support. Et les deux, Husserl et Heidegger, vont essayer de réenraciner ou réincarner cette rationalité. Et en réalité, cette volonté d'incarner la rationalité, on la trouve chez Husserl. Et on la retrouve chez Husserl qui va défendre, dans une note, un biologisme universel. Donc il n'y a pas de zoologie des peuples. Husserl a toujours dit qu'il n'y avait pas de zoologie des peuples. Il y a quand même une différence assez importante. Bien sûr. Ouais. Mais quand il définit l'Europe, il va évacuer les tziganes. Donc je veux pas défendre. Il y a des gens qui font son procès à cause de ça. C'est vraiment une façon. Il s'agit certainement pas c'est un procès. Non mais il faut s'épargner le ridicule d'être avocat ou procureur. Simplement essayer de comprendre comment dans la pensée intervient ce concept de race. Et je maintiens que effectivement, si il élabore des distinctions à partir du concept de race, ce concept de race ne relève pas du racisme nazi. Je voudrais revenir sur la question de l'antisémitisme. Comment fonctionne l'antisémitisme ? Parce que là, on touche à deux failles de la pensée de Heidegger, et il y a deux aspects, et deux problèmes fondamentaux. Le premier, c'est le rapport supposé des Juifs à l'argent. Et si je cite les Carnets noirs, qu'est-ce qu'on va leur reprocher ? On va leur reprocher la prédominance du calcul en vue de l'utile, la propension au calcul commercial, le commerce gigantesque qui domine le monde, le déracinement des peuples. Tout ça, on peut voir d'où ça vient, on peut le mettre en rapport avec un idéologue allemand du Xe siècle qui s'appelle Paul de Lagarde, et qui systématise cette critique du judaïsme, qui d'ailleurs n'est pas un racisme, c'est un anti-judaïsme et pas un antisémitisme chez Paul de Lagarde. Et ce qui est remarquable, c'est que tout ce que Paul de Lagarde va reprocher aux Juifs, c'est exactement ce que Marx et Engels reprochent à l'avènement de la bourgeoisie dans le manifeste du Parti communiste. Mais c'est ce que Marx reproche aux Juifs aussi, parce que je veux bien qu'on parle d'un antisémitisme inscrit dans l'histoire de l'être pour Heidegger, mais j'ai sous les yeux sur la question juive de Marx que la Fabrique a eu l'étrange idée de republier comme un texte valable pour notre temps, n'est-ce pas ? Et où il est expliqué que le fondement en soi et pour soi de la religion juive, c'est le besoin pratique, l'égoïsme, le Dieu véritable des Juifs, c'est l'argent, et c'est devenu le Dieu du monde. Donc le monde est entièrement judaïsé. Alors, je veux bien que Marx soit émancipé de cette pensée à un moment donné, mais justement, on continue à le lire, alors qu'aujourd'hui, ce qui nous est dit, peut-être pas par Travny bien sûr, mais par beaucoup, c'est que l'antisémitisme de Heidegger, si vous voulez, délégitime son œuvre, le destitue comme philosophe, et que un philosophe antisémite, c'est juste une contradiction dans les termes. Moi, je dirais qu'un philosophe philosémite, les philosophes philosémites se comptent sur les doigts dans l'histoire de la philosophie. Vous avez Rousseau, vous avez Péguy, auquel il faut rendre hommage parce que sa critique de la modernité, très pré-heideggerienne, s'accompagne d'une amitié pour les Juifs, si vous voulez, inébranlable. Il parle du monde de l'interchangeabilité générale. Le monde moderne a considéré comme négociable des valeurs qui ne l'étaient pas pour le monde ancien, pour le monde antique ou pour le monde chrétien. C'est cette universelle négociabilité qui est son universel avilissement, et c'est l'auteur de Notre jeunesse qui parle. Mais Péguy est une exception, parce que sinon vous avez Hegel, dont l'anti-judaïsme est très violent, vous avez Kant aussi, vous avez Schopenhauer, donc bon bref, mais il est vrai que la période où Heidegger est antisémite est un peu différente. Simplement, oui, et là c'est la question que je voudrais poser, c'est-à-dire ce que l'on sait de lui, selon vous, le discrédite-t-il comme philosophe et, par exemple, comme penseur de la modernité, penseur de la technique? Jean-Claude Monod. Non, je pense que ça le discrédite comme philosophe. Il y a un certain nombre d'opérations de pensée de Heidegger qui sont, à mon sens, irréductibles à la politisation de l'ontologie qu'on constate dans les cahiers noirs. C'est-à-dire, il y a un moment où Heidegger a lui-même intégré des schèmes idéologiques désastreux à sa pensée. Simplement, c'est aussi l'auteur d'Être et Temps qui relance la question de l'être. C'est quelqu'un qui essaye de penser le temps à partir de lui-même, qui essaie de redéfinir la liberté à partir de ce qu'il appelle le Dasein, comme dans sa relation à la mort. C'est aussi quelqu'un qui constitue, qui invente une interprétation de l'histoire de la pensée occidentale, l'histoire de la tradition occidentale, d'une manière extrêmement
neuve, et disons, ce sont des choses qui restent. En revanche, c'est vrai que je pense que ça ne laisse pas indemne son interprétation de la modernité, parce que réduire la modernité à cette espèce de déracinement universel, à ce règne de la technique, etc., bien sûr, ce sont des dimensions impressionnantes qu'on peut encore discuter de la pensée de Heidegger, mais à mon avis, il faut les dépasser, d'autant plus lorsqu'on voit l'arrière-plan réel de ces réflexions, qui est un arrière-plan idéologique assez déterminé, qui plonge aussi chez Jünger. Enfin, c'est tout cette révolution conservatrice allemande qui a voulu réduire le présent au nihilisme achevé, y répondant d'abord par la décision suprême du Führer, très clairement, chez Heidegger. Il y a un premier temps, ce sont les nazis qui répondent au nihilisme, et ensuite il se dit que non, les nazis aussi sont nihilistes, et donc là il faut chercher l'événement, l'attente de l'événement, quelque chose qui va nous sauver, peut-être un dieu qui ne soit surtout pas le dieu du christianisme et du judaïsme. Et là, bon, il y a une spéculation qui a beaucoup fasciné. Moi, j'avoue que je n'y vois plus grand-chose de fascinant. Alors, Jean Violac, et puis moi aussi, je m'inscris dans la discussion, si vous permettez. Je voudrais vraiment revenir sur tout ce qui reproche au judaïsme, à savoir le commerce gigantesque, la propension au calcul commercial, etc. Quel est le problème qui est posé à Heidegger ici? C'est que il a totalement raté la question du capitalisme. Il a totalement raté la question du capital en tant qu'objet philosophique. C'est le marxiste en vous qui parle, parce que vous êtes marxo-heideggerien. Hein. C'est ce que votre œuvre révèle, et c'est assez intéressant et surprenant. Il y a un aphorisme définitif là-dessus, à savoir l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. À savoir ce que toutes ces caractéristiques-là, la domination du calcul, le calcul en vue de l'utile, le commerce gigantesque, la négociation de tout cela, c'est l'effet de l'avènement du capitalisme. Et donc ce qui est désastreux ici, ce qui est consternant, c'est que Heidegger a pris au sérieux les protocoles de sage de Sion. Mais dans toutes les théories du complot qui dominent, en tout cas à l'époque, c'est quoi une théorie du complot? C'est l'impossibilité de concevoir un processus autonome, sans sujet, automatique, sur lequel personne n'a de prise. Et donc on va supposer, parce qu'on n'arrive pas à le concevoir, qu'il y a derrière des gens qui tirent les ficelles. Et en l'occurrence, lui c'était les juifs, il y en a d'autres c'est les francs-maçons ou les Illuminati. Mais voilà, la question du capital, c'est ça. Et je précise que par capital, j'entends ce qui a été pensé par Marx et certainement pas par Lénine et ses successeurs qui, justement, ont abordé ça en termes de lutte des classes, ce qui est aussi une théorie du complot. Mais ce qui est aussi quand même très présent chez Marx dans le manifeste du capitalisme. L'histoire des hommes, c'est l'histoire de la lutte des classes. Mais simplement, alors je vais être le plus heideggerien des trois. Je peux intervenir? Oui, non, je voulais dire manifeste du Parti communiste. Je rectifie juste vous avez dit manifeste du capitalisme. C'était... Ah, manifeste du Parti communiste, j'ai dit ça? Oui, mon Dieu, excusez-moi. Merci, Jean-Claude Monod. Il me semble que plus la modernité ressemble à la description qu'en fait Heidegger, plus elle le rejette, plus elle le situe dans l'enfer de la pensée. Parce que vous dites, sa description de la modernité laisse à désirer. Voilà, il faut s'entendre. Qu'est-ce que la technique pour Heidegger? C'est pas simplement un instrument, c'est un mode de dévoilement. C'est une métaphysique. C'est le principe qui régit nos attitudes et nos manières de comprendre. Nous vivons dans un monde où la réalité nous est donnée comme disponible. La mise à disposition de l'étang. Voilà, c'est ça. Or, il me semble qu'avec l'Internet et les portables, c'est aller très au-delà de ce que voyait Heidegger. Et en plus, il me semble aussi que la façon de penser de la technique imprègne précisément jusqu'à l'antiracisme dont Heidegger est l'une des victimes. Parce que quand on nous parle de métissage, quand on nous parle de mélange, c'est précisément pour désigner une réalité où rien ne résiste, où rien n'est irréductible ni indisponible, où tout est là et devient même liquide. C'est ce que je lis dans le livre d'Edoui Plenel, La découverte du monde. Il s'en prend à ceux qui craignent la nouvelle immensité sans contour ni limite, qui voudraient nous contraindre à rester au quai, qui redoutent tout ce qui branle, bouge et se meut, qui sont en quête de frontières et de barrières, de tris et de partage. Ils rêvent et leurs rêves pourraient être nos cauchemars. Ils se croient encore terriens au lieu de se laisser emporter par cette mer d'humanité qui n'est que vagues et embruns, flux et reflux, mélanges et brassages. On change d'élément, mais l'élément liquide, c'est précisément ce que la technique nous promet.
il n'y a plus d'indisponibilité, il n'y a plus de choses en quelque sorte. Et j'ai aussi sous les yeux la World Philosophy de Pierre Lévy. Nous voici, nous les planétaires, nous écoutons les musiques de tous les coins du monde, ra et rap, reggae, samba, jazz, pop, son, nous dansons comme des fous au rythme de la techno mondiale, nous sommes des touristes, nous lisons nos livrets de journaux à la grande bibliothèque mondiale unifiée, etc. Nous mangeons à la table universelle, vanille et kiwi, coriandre et chocolat, cuisine chinoise et cuisine indienne. C'est la définition exacte de la technique, selon Heidegger. C'est ça. Et on reprend à son compte cette définition de la technique jusqu'à y inclure la lutte contre les discriminations, contre le racisme, etc. Donc, il y a quelque chose d'hallucinant, si vous voulez, dans cette simultanéité entre l'exclusion de Heidegger, coupable de tous les péchés, et l'heidegerianisme déchaîné de notre société. La métaphysique de la technique s'installe là de plus en plus, Jean-Claude Monod. Vous n'êtes pas d'accord, mais franchement... Heidegger en victime, pauvre victime de l'antiracisme, c'est tout de même un petit peu étonnant. Il y a des choses qui se... Emmanuel Faye, c'est quoi ? Emmanuel Faye nous dit, si vous lisez Heidegger... Laissons Emmanuel Faye, il y a un essai qui, je pense, fait mieux la part des choses et qui n'entend pas exclure Heidegger des bibliothèques. Maintenant, il me semble que, bien sûr, il y a des éléments. Moi, ce n'est pas pour dire que la réflexion, qui d'ailleurs ne se présentait pas comme une critique de la technique. Bon, il y a tout un jeu de Heidegger, d'ailleurs, entre ses propres connotations et puis le fait qu'il dit que ça n'est pas une critique, c'est plutôt une méditation sur un mode de dévoilement. Bon. Très bien. Il faut voir que tout de même, dans les années 30, Heidegger investit la technique d'une attente quasi sotériologique. Et ça, ce sont les nazis qui entrent en correspondance avec l'ère de la technique et qui vont sauver l'Occident. C'est quand même le thème heideggerien. Ensuite, il s'aperçoit que non, ça ne marche pas, que finalement les nazis sont eux-mêmes pris dans cette force qui les domine, ou personne d'ailleurs ne la domine. En un sens, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a vraiment théorie du complot, parce qu'il n'y a pas de sujet du complot. On peut dire chez Heidegger, il y a une manigance sans sujet. Je veux dire, dans la fonction du dualisme tel qu'il le pense, ça relève de ça. Effectivement, dans sa pensée de la technique, c'est celui qui allait le plus loin dans justement l'autonomisation du dispositif. Oui, voilà, l'autonomisation complète qui fait que d'ailleurs on n'a aucune prise dessus. C'est la puissance. Oui, mais alors si vous voulez, à la puissance, donc vous attendez le retournement apocalyptique qui va, parce que la conclusion du deuxième Heidegger, si on veut, c'est qu'il faut simplement attendre qu'un dieu ou qu'un renversement apocalyptique nous délivre de cette ère frénétique. Il faut distinguer deux choses dans la pensée de Heidegger. La question, c'est peut-être complètement idiot et fumeux, mais non, mais je dis pas que c'est idiot et fumeux. Mais en tout cas, c'est une sorte d'attente. La démocratie ne peut pas le faire. J'attends qu'elle prouve qu'il a tort. C'est tout. Moi, je vois pas qu'un Dieu puisse nous sauver, en effet, mais qu'est-ce qui nous sauvera? Non, mais je pense qu'il faut pas penser en termes de sauvetage, précisément. Et je pense que la pensée de la technique de Heidegger a quand même cette faille assez majeure, qu'on a l'impression que la technique n'est jamais évoquée en fonction de besoins. C'est-à-dire, la technique ne répond à rien. La technique est un mode de dévoilement de l'être. Mais la technique, vous savez, il y a des approches qui viennent de l'anthropologie philosophique, de Galen, d'autres, de Blumenberg, qui disent que la technique est aussi la réponse à des déficiences. La technique n'a pas été développée, et d'ailleurs Marx lui-même, c'est là où il est assez difficile de connecter les deux. Marx n'est pas un penseur de anti-technique et qui plutôt en méconnaît aussi le fait qu'elle répondait à des besoins et que son développement a aussi eu quelques dimensions émancipatrices par rapport à des... d'ailleurs, c'est vrai qu'il ne le voit pas. C'est ce que disait Aristote. Si les navettes fonctionnaient toutes seules, peut-être que la société grecque n'aurait pas besoin d'esclaves. Bon, c'était une question. Donc, je pense que là aussi, il faudrait arriver à un rapport un peu plus complexe et un peu plus approfondi à la force de Heidegger. C'est bien sûr cette espèce de radicalité. On se dit, voilà, il va au fond et donc on ne peut plus rien faire. On est complètement dominé par cette force. Mais est-ce que c'est la manière philosophique la plus, disons, pertinente d'aborder cette question? Moi, j'en doute. Je pense qu'il faut distinguer deux choses dans l'œuvre entière de Heidegger. Il y a d'une part la pensée qui, en quelque sorte, qui va se préoccuper de l'histoire de la métaphysique, qui va faire de la philosophie au sens propre, une philosophie de la technique, une philosophie de l'art, etc., et dans laquelle il y a les acquis indépassables, sur lesquels il faudra toujours revenir. Il y a d'autre part justement, la pensée qu'il voulait élaborer au-delà de la philosophie. Et c'est là qu'il rejoint le nazisme. Et ça, à mon avis, c'est une impasse totale. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas d'autre pensée chez Heidegger. La pensée du quadripartie, cette espèce de néo-mythologie, et c'est là où il essaie d'élaborer un concept de race, tout cela est une impasse totale. Et effectivement, philosophiquement, je pense que
c'est quelque chose qui va devenir caduque et obsolète de la pensée de Heidegger, qu'on n'étudiera que comme un témoignage historique. La pensée de Heidegger, elle est ailleurs. Et effectivement, la pensée de la technique, ça me semble être celui qui est allé le plus loin. Et à mon sens, le rapport à Marx est absolument indispensable, parce que là aussi, ce qui manque chez Heidegger, quand il affirme que la technique et la métaphysique accomplissent, c'est le maillon entre les deux, le rouage. Et ce qui est essentiel, c'est de voir comment, chez Hegel et Marx, le travail, c'est la médiation. Le travail, c'est ce qui réalise le concept. Et que donc, si, pour penser l'accomplissement de la métaphysique, pour penser ce qui a lieu dans la massification du travail, dans l'aliénation du travail aujourd'hui et l'autonomisation de la production, il faut comprendre justement ce maillon entre le concept et la réalité qu'est le travail. C'est pourquoi il faut une philosophie du travail qui a été développée par Marx. D'accord. Et quand on parle de technique, il faut cette distinction cruciale. La technique, c'est ce qui définit l'humain. Et donc la technique ne peut que susciter l'admiration sans borne de quiconque s'intéresse à notre espèce. Mais la technique en tant qu'outil. Et ce qui se passe... Et ce que dit Heidegger, c'est qu'elle n'est plus un outil. Et justement, donc la modernité, quand on parle de l'époque de la technique, on parle de l'époque de la machine, de la machination. Donc ce qu'il y a à critiquer, c'est pas la technique. Oui, ce qu'il y a à critiquer, c'est pas la technique, c'est l'aliénation de la technique. Ce qui fait qu'elle n'est plus aux mains des êtres humains. Oui, l'aliénation, c'est pas un terme sans doute que Heidegger, dans sa critique de la subjectivité, reprendrait à son compte, mais je voudrais préciser mon interrogation. Bon, on dit, en effet, Heidegger judaïse la modernité et la technique d'une certaine manière, avec cette correspondance entre la Weltjudentum et la machination généralisée. Mais il n'est pas le seul à le faire. Mais attendez, il n'est pas le seul à faire, c'est-à-dire d'autres le font en mettant une toute autre valeur à cette correspondance. Parce que j'ai lu et relu un texte de Lévinas, à mes yeux très problématique, qui est Heidegger, Gagarine et nous. Et dans ce texte, c'est le premier vol dans l'espace, Lévinas fait l'éloge de Gagarine, précisément parce qu'il nous éloigne de Heidegger. Avec Heidegger, dit-il, on voudrait que l'homme retrouve le monde. Retrouver le monde, c'est retrouver une enfance pelotonnée mystérieusement dans le lieu. Et dit-il, le mystère des choses est la source de toute cruauté à l'égard des hommes. L'implantation dans un paysage, l'attachement au lieu, sans lequel l'univers deviendrait insignifiant et existerait à peine, c'est la scission même de l'humanité en autochtone et en étranger. Et dans cette perspective, la technique est moins dangereuse que les génies du lieu. Gagarine, tout d'un coup, sort du lieu, il habite l'espace, et ça rejoint, dit Lévinas, la liberté du judaïsme à l'égard des lieux. Comme la technique, le judaïsme a démystifié l'univers, il a désensorcelé la nature, et il a découvert l'homme dans la nudité de son visage. Donc il y aurait d'un côté le parti de l'être, Heidegger, et de l'autre côté, avec le judaïsme et la technique, le parti de l'autre. Or, je ne vois pas ce qui reste de l'autre dans un monde qui ne serait plus scindé entre autochtones et étrangers. Dans un monde où, justement, on se serait émancipé de toute origine, de toute détermination, pour vivre, justement, la joie de pouvoir passer commande de tout. L'altérité est finie dans ces cas-là, et moi, j'opposerais à Lévinas un penseur formé par Heidegger, Hans Jonas. Hans Jonas est formé par Heidegger, en même temps, il n'a jamais voulu le revoir après l'épisode nazi. Heidegger a tenté. Hans Jonas ne s'y est pas résolu. Mais que dit-il ? Il dit que nous sommes les chargés d'affaires de la nature, qu'elle a une prétention morale à notre égard, non seulement pour notre bien, mais également pour son propre bien et de son propre droit. Un appel muet qu'on préserve son intégrité semble émaner de la plénitude du monde de la vie, là où elle est menacée. Menacée par quoi ? Par le pronété déchaîné de la technique contemporaine, c'est dans le principe responsabilité. Une manière pour Jonas de dire, au moment où la poésie, en quelque sorte, sort de notre monde, qu'il faudrait que nous soyons tous des poètes, non pas pour épancher notre subjectivité, mais pour être en quelque sorte les gardiens de l'indisponible. Et voilà, donc je vois plus de pertinence sur toutes ces questions chez les élèves juifs de Heidegger que chez ceux qui font comme lui. L'association de la technique et du judaïsme pour vanter les vertus du déracinement, qui n'est rien d'autre en réalité que l'enracinement dans la technique.
Sauf que Lévinas peut être décrit aussi comme un des élèves juifs de Heidegger, en oui, un sens. À sa façon. Donc, oui, c'est vrai. Sauf qu'évidemment, Lévinas avait été très frappé par notamment la discussion Heidegger-Cassirer à Davos. Il était d'ailleurs, il dit plutôt du côté de Heidegger, et frappé par la force philosophique de Heidegger, mais Lévinas a aussi été témoin de la montée du nazisme et a noté les correspondances entre les deux, et a écrit d'ailleurs un très beau texte en 1934 dans Esprit. Magnifique. Sur le nazisme comme justement une sorte de fascination de l'élémental. Bon, cette formule. Voilà, philosophie de l'hitlérisme. Cela étant, moi je serais assez d'accord avec vous pour estimer que l'opposition là est trop forte entre, disons, le déracinement complet et la valorisation pure de la technique, et d'un autre côté l'enracinement complet. Sans doute faut-il aller au-delà de ces alternatives, et d'autres penseurs. D'ailleurs, vous avez cité Jonas. En un sens, Derrida, le dernier Derrida, a une réflexion sur l'animal, qui une sorte de déconstruction de l'humanisme dans une toute autre perspective politique que celle de Heidegger, mais qui est assez féconde aussi si on veut rouvrir peut-être à des dimensions moins exclusivement, disons, anthropocentriques que peut-être une certaine éthique. Mais bon, ça c'est dans la multiplicité des suites de Heidegger, mais qui sont toutes des suites critiques, comme vous l'avez noté. Ce sont tous ces auteurs ont à la fois repris quelque chose et ont vu, je crois, aussi le point où il n'était plus possible de le suivre. Oui, Jean Violac. Bon, je voudrais revenir, justement, vous évoquiez Lévinas, parce que le premier point qui me semblait important dans l'antisémitisme, c'était justement, à mon avis, le ratage par Heidegger de la question du capitalisme et de la place de Marx dans l'histoire de la philosophie. Mais il y a un deuxième, qui est absolument capital, c'est le rapport à la révélation. C'est-à-dire que si on aborde les Juifs comme ils se définissent eux-mêmes, c'est-à-dire comme les indéfectibles fidèles de la révélation, comme ceux qui ont leur patrie en Dieu, il est clair que dans le rapport au judaïsme, il y a un rapport à la révélation. Et on se focalise à juste titre sur les 12 pages antisémites, mais dans les cahiers noirs, il y a des centaines de pages contre le christianisme, le catholicisme et les jésuitismes. Donc voilà, il y a l'explication, c'est l'explication de Heidegger avec la révélation. Il faut rappeler qu'il est théologien catholique de formation, et que donc il essaie de se décaper de ce fondement-là. Et voilà, c'est pour ça qu'à la fin, il retrouve le nazisme dans cette volonté d'élaborer un néopaganisme, oui. Une mythologie germanique, qui justement retrouverait un lien religieux à la terre, totalement débarrassé du rapport à la révélation. Mais est-ce que c'est propre à Heidegger ? Mais non, c'est l'obsession de la modernité que de liquider une fois pour toutes l'héritage judéo-chrétien. Donc, on ne peut pas noyer les choses comme ça. Et c'est pas l'obsession de la modernité, disons, de liquider l'héritage judéo-chrétien en se débarrassant des Juifs. Certainement pas. Jamais la modernité voulu cela, parce que si on aborde la question du rapport à la révélation, je ne parle pas effectivement, donc ce sont des choses différentes. Je dis, il y a aussi cette dimension-là, cette dimension qui est massive dans son rapport au christianisme, qui consiste à essayer donc là, il est disciple de Nietzsche. Clairement, il considère que le christianisme est un nihilisme, le judéo-christianisme est un nihilisme, une morale des esclaves, et de même que Nietzsche, il considère que l'avenir est dans une liquidation de cet héritage-là. Et c'est là, effectivement, qu'il rejoint l'idéologie nazie. Mais alors, en même temps, j'aimerais qu'on se penche sur le problème du Heidegger d'après. C'est-à-dire, il y a eu tout ça, les révélations des atrocités nazies, et il n'a pas été capable d'en parler vraiment. Et je crois que c'est pour une raison, effectivement, qui tient à son système et à ce que son système peut avoir de très discutable. Cette critique qu'il fait de la modernité, si vous voulez, n'admet pas les différenciations et les nuances. Je me souviens du très beau livre de Michel Art, La fracture de l'histoire, où il parle de la blessure, et c'est un philosophe heideggerien admirable, que lui inflige la critique radicale de tous les systèmes politiques contemporains. De même, quand sur une conférence de Brême, Heidegger dit que la fabrication de cadavres dans les chambres à gaz, c'est le même que le blocus visant à réduire des pays entiers à la famine, le même qu'une industrie agroalimentaire motorisée. Il veut pas banaliser le génocide, mais c'est plutôt pour dire qu'il y a différents aspects à la catastrophe de la technique. Une catastrophe, si vous voulez, une noirceur, là, pour le coup,
intégrale. Et donc, une dimension lui manque, de même qu'il ne nous donne pas la possibilité de penser ce que notre civilisation a de bon, ce qui en elle doit être continué et préservé dans un monde où peuvent s'affronter des cultures ou des civilisations différentes, parce qu'ils ne voient que la technique à l'œuvre partout. Donc je sens là, moi, une vraie difficulté dans l'héritage de la pensée heideggerienne. Jean-Claude Maudon. Ah ben oui, là je vous suivrai tout à fait, puisque c'est une sorte de constante entre les cahiers noirs et la suite, que cette manière de mettre absolument sur le même plan, d'ailleurs je cite un passage des cahiers noirs, les modes de pensée impérialistes guerriers et pacifistes humanitaires, donc les modes de pensée des États totalitaires aussi bien que ceux des démocraties, comme tels d'ailleurs, ils sont tous plus ou moins noyautés par le Weltjudentum, qui se sert de l'un et de l'autre pour faire histoire. C'est là le faire histoire propre à la machination qui empêtre tous les participants du jeu dans ses filets. Alors ensuite, le Weltjudentum disparaît, mais pas cette indifférenciation complète qui fait qu'on peut dire que tout est totalitaire. La démocratie est totalitaire, le bolchevisme est totalitaire, le nazisme est totalitaire, tout ça de la même façon, et l'agriculture motorisée est le même que la fabrication de cadavres. Là, je trouve qu'on arrive à ce point de confusion qui est absolument manifeste dans les cahiers noirs, où il parle d'ailleurs du bolchevisme anglais, qui lui-même n'est qu'un agent à la fois de l'américanisme et du bolchevisme, c'est-à-dire c'est cette confusion extraordinaire qui n'est pas possible d'appeler lucidité. Je veux dire, quand Jean Bullack, c'est le penseur le plus lucide de l'Occident, c'est la confusion complète et l'incapacité à faire des différences élémentaires qui d'ailleurs se traduit après-guerre par une lecture qui autorise à dire que rien ne s'est décidé dans la Deuxième Guerre mondiale, rien ne s'est décidé d'essentiel, tout continue comme avant, ça n'a pas été un événement, il faut attendre un tout autre événement pour que les choses changent. Et je crois que ça, là aussi, les cahiers noirs éclairent, et malheureusement l'antisémitisme éclaire ce genre de passage, parce que pour pouvoir dire que la fabrication industrielle de cadavres dans les chambres à gaz ne sont rien d'autre que, sont le même, métaphysiquement parlant, que l'agriculture motorisée, je crois qu'il faut relier ça à ce qu'il écrit au même moment dans les cahiers noirs pour lui-même, après-guerre, où lorsqu'il dit la judéité est dans l'espace-temps de l'Occident chrétien le principe de destruction. Oui. Et d'ailleurs, c'est Marx ici qui est le représentant par excellence du principe de destruction. Il n'y a pas que de la confusion. Je suis d'accord avec vous et avec Michelard. Si vous voulez, il y a un malaise, une blessure qui sont infligées par cette espèce d'uniformisation. Reste à s'interroger sur ce que peut signifier aujourd'hui la fabrication de cadavres dans le cadre d'une métaphysique. Et puis aussi, tout de même, on parle, et ce sont des penseurs juifs qui l'ont fait, de l'élevage concentrationnaire, c'est-à-dire que il y a des réalités dont les correspondances doivent pouvoir apparaître. Il faut faire les différences, mais les correspondances doivent pouvoir apparaître si nous voulons penser quelque chose de la nouveauté extrême d'un phénomène comme l'achat. On peut dire qu'Heidegger engloutit tout, mais il y en a d'autres, si vous voulez, qui, croyant penser la singularité de l'événement, s'empêchent de voir ce qu'il a à faire avec l'extrême modernité. Non, mais ça, je suis d'accord. Juste d'un mot, et après, je suis d'accord pour essayer de penser les liens entre le nazisme et la modernité, ce qu'il inscrit aussi dans la modernité. Mais il faut dire aussi, c'est-à-dire il ne faut pas en faire la simple expression accomplie et de toute la modernité, sinon je trouve qu'on ne comprend plus rien. Je veux revenir sur la notion de lucidité. Je parle de lucidité de Heidegger dans le cadre d'une distinction que j'espère subtile entre clairvoyance, évidence et lucidité. Et je parle de lucidité pour désigner le seul qui est pensé la luminosité phénoménologique en tant que telle. Donc c'est un concept technique. Et effectivement, je précise aussitôt que Heidegger a manqué de clairvoyance. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il était aveuglé par sa lucidité et il n'a rien vu autour de lui. Il n'a vu que la lumière. Il n'a pas vu ce que donnait à voir la lumière. On peut dire ça comme ça. Oui. Mais justement, pour parler d'Auschwitz, il y a une phrase de Philippe Lacoue-Labarthe qui disait « Dans l'apocalypse d'Auschwitz, c'est l'essence de l'Occident qui s'est révélée. » Je déteste cette phrase. Elle me rend fou. C'est-à-dire, mais si l'essence de l'Occident s'est révélée dans l'apocalypse d'Auschwitz,
comment expliquer que un certain nombre de pays occidentaux est plus représentatif de l'Occident moderne peut-être que le nazisme et fait la guerre au nazisme? Comment peut-on expliquer tous ces soldats américains tombés loin de chez eux pour délivrer la France? Et puis c'est vrai, on n'a pas bombardé les camps comme on aurait dû le faire, mais en même temps, l'idée de Churchill et de Roosevelt, c'était de gagner la guerre le plus vite possible pour en finir avec la violence nazie. Donc, il faut préciser là aussi que l'Occident, c'est quand même, enfin, l'Occident nous a débarrassés du nazisme aussi. Il faut préciser que l'apocalypse est un concept extrêmement précis qui définit une révélation qui advient dans une catastrophe, ou une catastrophe qui révèle quelque chose. Il s'agit de dire ça. Il s'agit de dire que c'est une catastrophe qui a révélé quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Et l'Occident face à l'islamisme, alors on fait quoi? Si l'apocalypse révèle de l'Occident, alors l'Occident ne doit pas se défendre. Et pourtant, l'Occident, c'est vraiment mieux, non? Je ne crois pas que l'islam soit extérieur à l'Occident. Parce que l'islam a deux sources. Non mais, quelles sont les sources de l'Occident? C'est c'est la rationalité grecque. 2, la révélation. L'islam est une synthèse des deux. Le problème de l'islam, c'est qu'il n'a pas connu le troisième événement, c'est-à-dire la Renaissance, puis les Lumières. Donc voilà, et le problème de la modernité qui tout à coup sont quand même intégrés dans le tableau. Oui, mais qui font cruellement défaut à votre tableau comme Apocalypse, nihilisme total. Pas du tout. C'est peut-être pas le cas d'Heidegger, mais en tout cas, là, je suis plus proche de Marx que d'Heidegger. Ce qu'il s'agit de reprocher à la modernité, c'est de ne pas tenir ses propres promesses. Il s'agit certainement pas de revenir en arrière. Il s'agit de dire que la modernité, c'est effectivement, elle apparaît comme une aurore, mais que justement, une promesse telle qu'il n'a jamais été faite à l'humanité, mais que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle n'a pas tenu ses promesses. Un mot pour finir, Jean-Claude Monod. Écoutez, je pense qu'on pourrait, je ne la trouverai pas, mais il me semble qu'on peut penser qu'il y a des gens qui ont, face à ces mêmes événements, n'ont pas considéré que c'était le destin inexorable de l'Occident, notamment le Auschwitz, etc., et qui étaient des philosophes, qui ont puisé dans les Lumières et dans d'autres traditions aussi de quoi résister, qu'il s'agisse de Cavaillès, de Canguilhem, qu'il s'agisse de Thomas Mann, enfin, il y a des figures qui ont trouvé de quoi. Et aussi d'Hannah Arendt. Et d'Hannah Arendt, exactement. Magnifique figure. On peut finir sur Hannah Arendt, qui sans doute a fait évoluer Heidegger lui-même après-guerre, c'est l'hypothèse de Travny, et qui est effectivement une voie extraordinaire pour penser peut-être d'ailleurs tout ce qu'on a essayé de penser, c'est-à-dire à la fois la modernité du nazisme et son anti-modernité. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le livre de Peter Travny, que vous avez traduit avec Julia Christ, Heidegger et l'antisémitisme, sur les cahiers noirs, est publié aux éditions du Seuil. Jean Violac, je cite votre dernier livre, Apocalypse de la vérité, méditation heideggerienne, publié aux éditions Ad Solem. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Qu'est-ce que la gauche? Mes invités seront Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Nechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Manuel Couturier. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.